Bonjour et bienvenue dans cette conférence que je vais donner sur Hyperborée. Hyperborée, l'origine occultée. C'est une visioconférence complètement nouvelle dans laquelle je vais apporter des éléments complètement nouveaux, même si elle est tout de même basée sur la première conférence publique que j'avais donnée sur Hyperborée. C'était en août 2018 dans l'Aude. Donc ça va être basé sur cette ancienne conférence, mais avec des éléments complètement nouveaux. Bon, c'est une conférence complètement remixée. Je donne cette conférence à l'occasion de la sortie de la version finale des Hyperboréens face à l'Empire. Donc ça, c'est mon livre dont j'ai sorti la première version il y a déjà 2 ans et demi. Et là, j'ai fait une nouvelle mouture parce qu'il le fallait bien avec toutes les nouvelles informations que j'ai acquises durant les 2 dernières années et je dirais même durant les 6 derniers mois. Là, j'ai acquis énormément de nouvelles informations extraordinaires. Eh bien, il fallait que je fasse une mise à jour de ce livre. Il y avait aussi quelques petites erreurs dans la première version. Bon, quand on cherche la vérité, on se met toujours en proie à l'erreur. Et donc, voilà, la dernière version finale, donc c'est la dernière version, il n'y en aura plus d'autres, de mon premier livre, Les Hyperboréens face à l'Empire, est donc disponible, ça y est, soit sur la boutique espritviking.com, soit sur Amazon. Je dis ça parce que vous avez été nombreux à me le demander avant les fêtes de Noël. Il était en rupture de stock, donc je tenais, avant de le rééditer, à faire une version à jour. Avec beaucoup de nouvelles informations. Et aujourd'hui, donc, dans cette conférence sur Hyperborée, vous allez avoir des nouvelles informations. Dans le livre, il y en a évidemment beaucoup plus, puisque dans le livre, je ne traite pas que d'Hyperborée, je vais beaucoup plus loin. Mais donc, revenons à cette conférence du jour. Donc, il faut savoir qu'on a tellement d'éléments nouveaux que maintenant, je suis en mesure, je vais être en mesure, par l'intermédiaire de cette conférence, de vous démontrer l'existence formelle de l'ancienne civilisation de l'Hyperborée et de la géolocaliser de manière exacte et précise, et évidemment de la situer dans le temps et même de trouver ses héritiers. Donc, let's start, let's go pour cette conférence. Hyperborée, l'origine occultée, c'est parti. La tradition dit que la première civilisation se trouvait près du pôle Nord. Hyperborée, c'est dans le cercle polaire, c'est-à-dire à partir de la latitude de 66,6 degrés nord, puisqu'à partir de cette latitude, vous êtes dans le cercle polaire, donc vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler la zone hyperboréenne. Pourquoi ce cercle polaire à 66,6 degrés de latitude nord? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de cette latitude, le jour du solstice d'hiver, eh bien, c'est le cas de le dire, il ne fera pas jour. Vous aurez une nuit complète. Le jour du solstice d'hiver, le soleil ne se lèvera pas à cette latitude. Et plus vous allez remonter vers le nord, plus vous aurez une longue nuit, plus la nuit va s'étendre sur plusieurs jours. Donc, si vous êtes à 69 degrés, par exemple, vous avez à peu près 15 jours, 3 semaines sans soleil, donc 15 nuits d'affilée, si vous voulez, sans voir le soleil. Et ainsi de suite. Et quand vous êtes en plein pôle Nord, vous avez 6 mois de nuit complète et ensuite vous aurez 6 mois de jour. Donc voilà, pour situer l'Hyperborée, c'est le cercle polaire. C'est Rudbeck, un savant suédois polytechnicien du XVIIe siècle, qui fit un ensemble de toutes ces traditions et qui, par surcroît, assimila l'Atlantide au continent hyperboréen. Malheureusement, le grand incendie qui détruisit en grande partie la bibliothèque d'Uppsala en Suède, une université qui fut un ancien temple odinique également, entre parenthèses, cet incendie qui eut lieu en 1702 consuma une grande partie de ses écrits. C'est ensuite Jean-Sylvain Bailly, un polytechnicien français,
mort, assassiné en 1793 pendant la Révolution française, pendant la Terreur. Bailly avait repris en grande partie la thèse de Rudbeck et s'attacha à démontrer, comme le fit ensuite Dupuy dans son Origine de tous les cultes, il démontra que la religion solaire ne put prendre naissance que dans les ne put pas prendre naissance dans les climats du sud, mais qu'elle ne put être née que dans les climats du nord. Comment les peuples des régions méditerranéennes auraient-ils pu attacher tant d'importance à la mort et à la vie du soleil? La mort est inexistante sous leur latitude du soleil, la résurrection à peine indiquée par une ascension de quelques degrés vers le zénith en été. La conclusion s'imposait, seuls les hommes du Nord, les hommes vivant sous le cercle polaire, ne voyant par conséquent le soleil que pendant 6 mois de l'année, là il parle, comme je vous disais, de l'extrême nord, le supposant mort pendant les 6 autres mois, purent inventer les poèmes et les rites isiaques et les cérémonies bachiques. Donc c'est ce que je vous disais, effectivement, il a remarqué que la religion de la mort du soleil n'avait un sens que à partir du cercle polaire, comme je vous disais, où on a une journée de nuit complète le jour du solstice, et ça s'accroît, ce nombre de jours consécutifs sans soleil, plus on monte vers le nord. Donc échafaudant tout son système sur cette constatation, et montrant que la religion solaire fut apportée en Grèce par les Atlantes, Bailly recherche naturellement l'Atlantide dans le nord. Alors, mais vous allez me dire, comment ça, une ancienne civilisation dans le cercle polaire, hyperborée, la science, les scientifiques nous prouvent aujourd'hui qu'on vient tous d'Afrique, que la civilisation vient du Moyen-Orient, de l'Orient. Alors comment ça se fait que je vous sors ça? Pourquoi ignorerait-on cette origine ancienne de l'hyperborée? Pourquoi? Est-ce qu'on nous la cacherait? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à nous la cacher? En tout cas, l'hyperborée, cette civilisation ancienne d'origine, elle est importante parce que la notion d'origine même est fondamentale. Le bonheur des peuples dépend de l'instruction de leur jeunesse, disait Aristote. Et le jour où tous les enfants de la terre recevront l'instruction de leur véritable origine, de leur véritable racine, alors ils ne seront plus manipulables. Et beaucoup de maux évitables seront évités, comme les guerres notamment. L'origine, c'est effectivement très important, et les racines, c'est une métaphore pour cette connaissance de son passé, de son origine. Les anciens utilisaient beaucoup la métaphore, l'analogie pour transmettre leurs pensées. Et ici, je vous montre un arbre dans un petit bac, un arbre dont les racines ne peuvent pas s'étendre, dont les racines ne sont pas profondes. Ici, un autre arbre qui, lui, est laissé à l'état naturel, en pleine nature, et on peut voir une certaine différence de gabarit et d'épanouissement. Ici, on revient à des arbres enfermés, contrôlés, dont les racines ont été, ne peuvent pas s'exprimer. C'est comme si les racines étaient coupées. Les racines sont minuscules, elles ne sont pas profondes. Et par conséquent, le développement de l'arbre est faible. L'origine, les racines sont au premier rang des choses qui permettent à un être de se jauger socialement. Ils lui permettent de s'identifier, de nourrir l'estime de soi. Si vous arrivez à faire croire à quelqu'un qu'il est une truffe, alors il deviendra vraisemblablement une truffe. Si vous faites croire à un homme, soit qu'il descend d'un animal sauvage, le singe par exemple, soit qu'il descend d'un héros, son destin en sera fortement influencé. Soit dans le premier cas, si son ancêtre est un animal sauvage, eh bien cet homme va pouvoir justifier ses pulsions animales les plus basses.
soit au contraire, s'il s'identifie à un héros, il essaiera au contraire de s'occuper de choses plus élevées, plus morales. Donc vous voyez que l'origine a une importance extrême et que donc notre passé, à nous, l'humanité, est également très important. Et que donc cette origine hyperboréenne, eh bien on aurait certainement un intérêt éventuel à nous la cacher si on voulait nous manipuler. Alors, est-ce qu'on occulterait nos racines pour faire de nous des petits arbres plus petits, plus faibles, plus manipulables, plus contrôlables? Est-ce qu'on occulterait l'hyperborée pour nous manipuler? Avez-vous fait l'expérience du pouvoir? Avez-vous déjà été au pouvoir? Moi, je prends souvent l'exemple des commerçants et de tous ceux qui ont fait des études en marketing, en communication, en école de commerce. Vous le savez très bien qu'on étudie l'art de manipuler quelque part les gens, les clients. Vous le savez, on vous fait étudier les comportements humains, comment faire rêver le client, comment vendre. Tout ça, c'est de la manipulation. Alors, où est la frontière entre le mensonge et la manipulation et l'influence? La frontière est très mince. Donc, voilà, on est dans une société basée sur le commerce où on apprend à pas mal de gens à manipuler les gens pour leur vendre des produits. Donc, la manipulation paraît légale. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait avec l'histoire qu'on nous enseigne? Est-ce que l'histoire ne serait pas une grande farce, ou plutôt non, une grande ingénierie sociale, une histoire faite sur mesure pour amener la masse du peuple à un conditionnement, le conditionnement voulu par, là ce ne sont pas des commerçants qui nous vendent des produits, mais ce sont des politiciens qui veulent conditionner le peuple. C'est Napoléon qui disait « Qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». Il disait aussi « L'histoire est une fable sur laquelle tout le monde est d'accord ». Le conditionnement du citoyen par l'histoire, c'est l'une des bases d'un gouvernement. C'est ce qui va permettre de mieux le jauger, le contrôler. D'ailleurs, le gouvernement, si on étudie l'étymologie, il y a gouverne et ment. Mental, gouverne le mental, gouverne en mentant. Bon, c'est des jeux de mots, mais quand même, c'est parlant. Gouvernement, gouverne le mental. Est-ce que ça veut dire que la manipulation de masse, c'est légal? Quand on modifie l'histoire, comme le dit Napoléon, ça veut dire que oui, la manipulation de masse est légale. Est-ce normal? Est-ce normal? Je ne sais pas. Qui fait la norme, si ce n'est le gouvernement? Donc oui, c'est normal après tout. Mais est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est naturel comme ça de... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là, mes amis? Eh bien, probablement parce qu'on a oublié, ou plutôt on a balayé la loi naturelle. La loi naturelle est différente de la loi normale, puisque la norme, on peut la décréter. Eh bien, c'est René Guénon qui nous a fait un joli rappel dans son livre « Autorité spirituelle et pouvoir temporel », à comprendre autorité scientifique et pouvoir politique en d'autres termes. Livre dans lequel il nous rappelle qu'il serait bon de retourner à la tradition primordiale qui avait donc décrété, pour éviter le genre de dérive de manipulation de masse de l'histoire par les politiques, il nous rappelle que l'autorité scientifique doit toujours prévaloir sur le pouvoir politique. C'est l'autorité scientifique ou spirituelle qui doit subordonner le pouvoir temporel, c'est-à-dire politique. Mais malheureusement, aujourd'hui, historiens et scientifiques sont assujettis au pouvoir politique, au pouvoir de l'argent. Et tant que les historiens, les archéologues, donc les scientifiques, seront assujettis aux politiques, alors l'histoire, la science ira toujours dans le sens de la politique, c'est-à-dire pas dans le sens de la vérité.
Quand est-ce que cette tradition primordiale, quand est-ce que cette loi naturelle a été transgressée? Quand est-ce que les scientifiques se sont retrouvés assujettis aux politiques? Eh bien, cette tradition a été balayée, stoppée, détruite par les Romains et leur empire. Je vous rappelle le génocide des Gaulois, qu'on va revoir brièvement, mais également le génocide de toutes les autres civilisations. Il faut dire qu'avec les Romains, seuls les Grecs ont été épargnés, et encore, on va le voir. Alors là, on a une diapositive que j'aime beaucoup parce qu'elle résume ce qui s'est passé. C'est un incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Bon, je tiens à préciser qu'il y a eu plusieurs bibliothèques d'Alexandrie, beaucoup même, et qu'il y a eu pratiquement autant d'incendies des bibliothèques d'Alexandrie. Donc cette image est très parlante. Elle nous montre à quel point la connaissance que représente la bibliothèque d'Alexandrie, la science, les philosophes, la morale, elle nous rappelle à quel point cela fait déjà longtemps que les avidités politiques ont tué la sagesse, la science et la connaissance. Cela fait déjà très très longtemps. Puisque je vous rappelle qu'en plus de ces incendies, on a eu des autodafés, on a eu l'Inquisition, enfin des tas de livres brûlés. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, on nous impose l'origine romaine de notre civilisation. On montre l'Empire romain en exemple, alors que c'est l'Empire qui a été l'assassin de la connaissance, de la vertu. Je vous rappelle qu'on nous impose comme dogme que nos ancêtres, celtes, etc., étaient des barbares. Et qu'en réalité, la vraie civilisation, et même la science, viendrait, grâce à l'Empire romain, du Moyen-Orient, pour ce qui est de la science, que l'Empire romain nous aurait gentiment apporté. Voilà. En réalité, tout ça, c'est de la politique. Mais alors, il convient de comprendre aujourd'hui quel est le projet politique. Quels sont les sujets censurés ou rendus tabous? Quels sont les sujets diabolisés? Quelle version de l'histoire pourrait justifier la politique actuelle, qui est quand même une politique d'orientalisation? Donc, Hyperborée, c'est pas vraiment en Orient, ça dégage dans cette idéologie-là. Est-ce qu'on nous cacherait Hyperborée coûte que coûte pour justifier la politique du moment? Voici une belle aurore boréale. Les aurores boréales, on peut en voir beaucoup justement en Hyperborée. Donc étymologiquement, Hyperborée, ça veut dire entre autres au-delà du vent du nord. On retrouve Borée dedans, c'est le vent du nord, c'est lié à boréal. Donc on est dans la zone boréale, là où il y a des aurores boréales. Bor, c'est également le nom du père des dieux dans la mythologie nordique, accessoirement. En Grèce, dans la mythologie grecque, c'est là où on en rapporte ce nom d'Hyperborée. On a le dieu Apollon, qui est un hyperboréen. Donc au contraire, il est hyperboréen, Apollon, mais c'est l'un des dieux principaux du panthéon grec. Et on nous apprend qu'Apollon hyperboréen retourne régulièrement en Hyperborée l'hiver. Diapo 3b. Le voici notre Apollon grec. Comme vous pouvez le voir, il surfe sur un cygne. Il navigue aussi souvent sur un char tiré par des cygnes. Vous pouvez le voir, ce bel Apollon qui a le soleil, qui a l'auréole derrière sa tête aussi. Dieu solaire donc principal du panthéon grec, eh bien c'est un hyperboréen. Et on dit que c'est lui qui a amené toutes les sciences en Grèce. La mythologie est souvent beaucoup plus parlante que l'histoire officielle. On qualifie d'hyperboréen ou d'apollinien un groupe de penseurs ou de mages ou de chamans antérieurs à Socrate et même au premier pré-socratique dont Thalès.
Les Grecs en faisaient une école qui anticipait le pythagorisme, c'est-à-dire qu'il y a eu une école hyperboréenne en Grèce avant l'école pythagoricienne. Pour Apollonios d'Iscole, vers 130, il nous dit à Épiménide, Aristée, Hermotime, Abaris et Phérécide a succédé Pythagore. Pythagore qui ne voulut jamais renoncer à l'art des faiseurs de miracles. Selon Élien, vers 530 avant Jésus-Christ, les habitants de Crotone ont appelé Pythagore Apollon hyperboréen. Voilà, donc Pythagore s'appelait Apollon hyperboréen. Donc vous voyez que ça parle. Dans l'Antéchrist, Nietzsche mentionne les hyperboréens, symbole de la richesse et du bonheur, dépassant les contradictions de l'humanité. Notamment, il parle des pseudo-valeurs et de la décadence humaine, Nietzsche. Et il conclut en disant « Regardons-nous en face, nous sommes des hyperboréens. Nous savons assez combien nous vivons à l'écart. » Donc là, il doit parler des philosophes. « Ni par terre, ni par mer, tu ne trouveras le chemin qui mène chez les hyperboréens. » Je dois rappeler, mes chers amis, que d'après Aristote, ce sont les druides de Gaule qui ont instruit la Grèce. Ça, il suffit de le lire. Donc, que s'est-il passé pour qu'on oublie à ce point les druides celtes? Eh bien, c'est cela. C'est cela qui s'est passé. Vous avez vu, ça, vous n'êtes pas au courant. Ceux qui suivent ma chaîne sont au courant, mais sinon, on ne vous l'apprend pas. C'est le génocide des Gaulois. Donc, c'est Pline l'Ancien qui parle d'un crime contre l'humanité. D'accord, c'est pas n'importe qui, Pline l'Ancien. Tacite aussi dénonce les monstruosités génocidaires de Jules César. Ça explique pourquoi en Europe occidentale, on n'a plus rien au niveau historique. Tout a été détruit et brûlé par les Romains. Les Grecs ont été une exception, les seuls en fait à pas se faire détruire, car ils étaient devenus très rapidement serviles à Rome. Rome s'en est servi des Grecs. Mais les Gaulois ne sont pas du genre servile. Donc il y a eu une guerre extrêmement violente qui a duré très longtemps en plus. On fera revoir la vidéo que j'ai fait dessus, les travaux de Luciano Canfora. Mais ce génocide gaulois, c'est des milliers de femmes et d'enfants dans des fossés qu'on a retrouvés récemment là en Belgique, près de Kessel dans le Brabant, des fossés remplis de milliers de cadavres de femmes et d'enfants. Et c'est même raconté dans certains écrits de Jules César. Ça corrobore les écrits de César, donc on est sûr. C'est le massacre demandé par César de tribus entières, jusqu'au dernier nourrisson. Diapo 4b. Voilà les preuves archéologiques de ces crânes de femmes et d'enfants par milliers dans des fossés. Et puis il y a eu bien sûr le génocide des intellectuels, de la culture, des druides, de la civilisation celte. Bon, je préfère dire celte, c'est la vraie prononciation, civilisation celte, et de toute trace de leur civilisation. Une haine violente et féroce de la part des Romains. Et puis encore aujourd'hui, on continue à calomnier et à diffamer les Gaulois en les accusant d'être des gens qui faisaient des sacrifices humains. Tout cela pour les diaboliser, pour pas qu'on s'intéresse à eux finalement, parce que tout ceci est complètement faux. S'il y a bien des gens qui sacrifiaient des humains, c'est bien les Romains, et par centaines de milliers, femmes et enfants compris. Les Grecs, eux, s'étaient soumis pour éviter le même sort. Mais cela ne fera que repousser l'échéance. La destruction des temples païens grecs arrivera quand même sous Théodose II, donc 4e, 5e siècle. Ce massacre des Hellènes par les chrétiens romains, suite à l'imposition du christianisme comme religion unique, mais avec une tolérance tout de même et une exception pour le judaïsme, qui donc lui est la seule religion tolérée avec le catholicisme,
Et bien suite à ce décret, on a retrouvé le même genre de massacre. 17 000 corps retrouvés le 1er février 2014, donc on y est, à Thessalonique. Donc ce massacre a été ordonné par l'empereur Théodose Ier, fin 4e siècle. Voilà, donc là vous avez un crâne de femme avec, vous voyez, percé par une lance. Donc vous voyez que le niveau de violence était extrême et surtout aucune compassion, aucune vraiment les femmes et les enfants. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Plus tard, en 782, en Germanie, en Saxe, on a le massacre des Saxons par l'empereur Carolus Magnus, nouvel empereur romain de l'époque, qui se veut 2 fois romain lui-même. Ses lois liberticides et ses mises à mort en Gaule également contre les païens sont restées dans les mémoires. Pas trop dans les livres d'histoire, mais dans les mémoires. Ce roi empereur génocidaire et totalitaire, Carolus Magnus, fut renommé des siècles plus tard par les historiens Charlemagne. Oui, Charlemagne. Et fut érigé en exemple par nos historiens, tous pro-romains. Donc Charlemagne, il a génocidé des milliers de Saxons, il en a déporté aussi énormément. Il a déporté des milliers de Saxons qui étaient réfractaires au système politique carolingien. Et puis donc il a imposé la dictature en Gaule et la religion forcée. Donc ici, un film que vous avez dû voir, qu'on a tous vu, où on a des gens au-dessus du système, comme ils disent, qui sont au courant de choses que les gens, la masse ne sait pas, et qui passent leur temps justement à faire oublier les choses à la masse. Voilà, soi-disant pour les protéger. Bon. En tous les cas, on a vraiment l'impression d'être dans le même genre de situation. Quand on voit comment on a saccagé l'histoire, on a obligé les gens à manger de force des religions, et comment on a saccagé la philosophie, la morale, la science. Bref, vous comprendrez qu'un détournement de l'histoire et des mythes à racines hyperboréennes est un moindre mal face aux exterminations de masse du passé. La mythologie kelto-nordique dut être maquillée pour survivre à l'Inquisition. Les mythes sont souvent coupés de leur sens originel, alors que les mythes fondateurs liés à Hyperborée ont carrément été retirés. Notamment les mythes relatifs à Tyr, l'ancien dieu principal, grand ancêtre rattaché à l'origine justement nordique, et Tyr également leader des fils de Bor. Les fils de Bor, vous savez, hein, le père des dieux nordiques dont l'étymologie est liée à Hyperborée. On va voir ça plus en détail. Alors on n'a tellement plus rien à se mettre sous les yeux en Europe, on a tellement plus de sources qu'il faut aller en Inde, qu'il faut aller en Iran pour retrouver des sources historiques. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'auteurs du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire suite à la fin de la dictature totalitaire de l'Église catholique, on a pu à nouveau étudier ouvertement et librement des ouvrages autres que les ouvrages catholiques. Et donc, c'est en Inde où on a trouvé des choses intéressantes concernant le passé des Européens aussi, et de l'humanité en l'occurrence. Et on va commencer par le travail d'un hindou lui-même, qui s'est amusé à déchiffrer le Veda. Le Veda hindou, ou les Védas, ce sont les textes sacrés les plus anciens dont dispose l'humanité. J'ai bien dit, ce sont les plus anciens. 1500 ans avant Jésus-Christ, et c'est de la langue sanskrit, donc
l'interprétation, la traduction, on en est sûr, grâce justement à des hindous comme ce Tilak, contrairement aux fameuses tablettes sumériennes qui sont très médiatisées, mais qui en réalité, sur lesquelles, même si elles sont plus anciennes, on n'est pas honnêtement capable de savoir ce qu'elles veulent dire, parce que les caractères, il faut connaître les conventions, alors on ne les connaît pas. À partir du moment où on ne les a jamais connus, je vois pas pourquoi aujourd'hui, en 2010, comme par hasard, ça serait tombé du ciel, ça y est, on aurait trouvé l'interprétation. Ça reste pour moi une grande manipulation justement pour occulter le Veda hindou, entre autres, pour occulter plein de choses. Et comme ils se prétendent avoir trouvé la signification de ces tablettes, ça leur permet de réécrire l'histoire aussi. Ça, c'est mon opinion. Donc, les textes sacrés dont on est sûr les plus anciens, c'est les Védas hindous. Et Tilak, dans son origine polaire de la tradition védique, nous dit que, voilà, qu'en fait, le peuple qui a écrit ces textes sacrés du Veda viennent du pôle, enfin viennent d'une zone polaire. Donc le Veda, il est issu d'une tradition qui fut à un moment donné même transmise oralement, avant d'être posée donc sur écrit, depuis des millénaires et des millénaires. Mais bon, je pense qu'elle a été transmise également par écrit, mais par d'autres moyens. Donc c'est une tradition vieille de plusieurs millénaires qui relate des faits vieux de 10 000 ans. Et dans le Veda, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver, on trouve cette histoire de la longue nuit noire de 2 mois en hiver. On trouve des hymnes à l'aube qui durent 30 jours. On trouve le soleil invaincu dans le ciel. Donc ça, c'est en été, au solstice d'été, quand le soleil se couche plus. On nous parle d'aurore boréale dans le Veda. Donc on voit que tout ce qui est décrit dans le Veda, c'est vraiment ce qu'on peut voir quand on est dans le cercle polaire et pas ailleurs. Donc on voit en fait les racines de la philosophie ou de la religion solaire, si vous voulez, qu'on retrouve un peu partout en fait, en Grèce, en Égypte, en Inde. Du coup on la trouve dans les Védas et ça décrit en fait la zone polaire, l'hyperborée. Dans ce Veda, on nous parle également des yugas, des cycles, de la précession des équinoxes, des grands cycles civilisationnels. On nous parle de grands cataclysmes, et notamment d'un grand cataclysme. Je cite: Ahura Mazda dit aux hommes de construire un vara, c'est-à-dire un enclos, un vara ou bara, car le pays où le soleil ne se lève qu'une fois par an va être englouti par la glace. Donc il nous prévient à Ahura Mazda que le pays où le soleil se lève qu'une fois par an, donc c'est le pôle en fait, il va être englouti par la glace. Intéressant. Effectivement aujourd'hui en zone polaire il fait froid. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu dans le passé, il y a 10 000 ans, peut-être un climat plus favorable aussi? Alors diapo 5b, vous avez ici une carte établie par l'archéologue Jean de Ruel. Jean de Ruel, dont je recommande la lecture, nous a fait donc le relevé de la culture du cuivre en fonction donc des artefacts archéologiques retrouvés. Et ça corrobore complètement avec l'origine hyperboréenne, puisqu'on voit que les traces de cuivre les plus anciennes se trouvent dans le nord, en Scandinavie, et puis comme vous pouvez le voir, progressivement ça descend vers l'Europe occidentale, et puis enfin ça descend en Orient. Quant à Tilak, revenons à Tilak, il conclut que l'origine de la tradition hindoue et iranienne est polaire, et qu'elle a été portée par un peuple venu du cercle polaire, qui fut rescapé d'une glaciation. Il nous dit que cette terre fut fertile avant donc cette glaciation, qui aurait démarré d'après lui vers 10 500 avant Jésus-Christ. Cette tradition fut transmise par les bardes de ce peuple qui serait ancêtre des Européens et donc d'une partie des Hindous. Et bien justement, encore une preuve archéologique. Alors là, c'est un mammouth.
C'est un mammouth retrouvé donc dans la banquise, hein, complètement gelé. On en a retrouvé plein en fait. Hein. Et on les a retrouvés en pleine digestion. Ça veut dire qu'ils avaient mangé de l'herbe. Donc ça veut dire, parce que le mammouth de toute façon ne vit que dans des climats tempérés, avec du pâturage, de la verdure. Il ne va pas vivre dans un endroit qui est gelé. Hein. Donc ça veut dire qu'il y avait à ce moment-là de la verdure, donc pas le même climat en zone polaire. Un climat tempéré. Puis il y a une glaciation brutale puisqu'il a été retrouvé gelé en pleine digestion. Donc c'est-à-dire qu'il venait de manger de l'herbe quand il a été congelé sur place. Je ne sais pas si vous imaginez. C'était quand même violent. Et donc ce mammouth, on a même retrouvé du sang. Sur certains de ces mammouths, il y avait encore du sang. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, le sang qui a dû geler évidemment puis décongeler. Ils ont fait une analyse de sang. Et là, ils ont pu faire une datation précise. Bien, figurez-vous que ce mammouth date de 10 500 ans. 10 500 ans d'âge. Ça corrobore parfaitement le travail de l'hindou Tilak et des textes sacrés du Veda. Vous allez sûrement me dire, mais l'Arctique est gelé depuis 100 000 ans ou 40 000 ans au minimum, ça a toujours été gelé en Arctique, c'est la glaciation de Würm. Oui, ça c'est la théorie officielle des scientifiques officiels soumis au pouvoir politique. Voilà. Mais là, il y a des faits. Hein. Et puis, il y a également la réalité des cycles solaires, la précession des équinoxes. À savoir que le Soleil met à peu près 25 000 ans pour effectuer une rotation sur lui-même. Une rotation, enfin sur lui-même, c'est pas exactement ça. Mais si vous voulez, le Soleil, il tourne autour d'un axe et il lui faut 25 000 ans pour faire le tour de cet axe. Un peu comme la Terre, il lui faut 1 an pour tourner autour du Soleil. Et bien là, le Soleil, ses cycles, c'est 25 000 ans. Donc, il paraîtrait plus logique qu'on ait des grands changements dans l'ordre de cette durée-là, de cette mesure-là, c'est-à-dire tous les 20 000 ans ou peut-être la moitié, 10-12 000 ans, la moitié du cycle. Mais gelé depuis 100 000 ans, les mammouths prouvent que non. Et puis, voilà, une simple étude astronomique des cycles solaires montre aussi que c'est pas très logique. C'est beaucoup plus logique qu'il y ait des changements climatiques, etc., sur des périodes de quelques millénaires. Oh, et puis encore des artefacts archéologiques qui vont corroborer cette théorie de l'hyperborée, de la civilisation qui vient du Nord. Puisqu'on peut voir, là c'est le travail de Jürgen Spanut, on peut voir les anciennes routes de l'ambre. On voit que l'ambre, dès 3000 avant Jésus-Christ, on a de l'ambre qui circule du nord vers la Méditerranée, de l'Europe du Nord vers la Méditerranée. Ce qui montre bien qu'il y avait quand même de la richesse dans le nord et donc de la civilisation, et qu'il y avait du trafic entre le nord et la Méditerranée. On nous dit, le nord, c'était des barbares, ils n'ont jamais eu de contact avant que les Romains arrivent les civiliser. Pas du tout. En 3000 avant Jésus-Christ, on voit qu'il y avait un intense trafic d'ambre entre l'Europe du Nord et la Méditerranée. René Guénon, lui aussi, il affirmait que l'origine de la civilisation était dans le Nord. Tout comme Paul Lecourt, Julius Evola, Jürgen Spanut, ils voient tous l'origine de la civilisation comme nordico-occidentale. Tout comme Fabre d'Olivet aussi, bien qu'ayant déformé la vérité quand même, c'est un judéo-chrétien, il ne faut pas l'oublier. Nietzsche aussi, on l'a dit. Par contre, parmi ces auteurs, évitez Helena Blavatsky, qui, elle, fait pire que Fabre d'Olivet, mais c'est dans le même genre, c'est-à-dire qu'à une époque où ça se savait, eh bien, ils ont déformé la vérité, ils ont noyé le poisson. Voilà, mais aujourd'hui, les gens qui travaillent dans cette optique, ils nient carrément l'hyperborée. À l'époque, ils ne pouvaient pas le nier, donc ils ont déformé, ils ont raconté n'importe quoi. Mais si vous voulez, ces gens sont des gens assujettis finalement à l'idéologie orientaliste. Ils ont déformé, Helena Blavatsky a décrédibilisé cette thèse, donc c'est une fausse amie, Helena Blavatsky. Et puis voilà, alors là, désolé, encore des faits, encore des preuves archéologiques qui montrent qu'il y a eu une civilisation très intelligente, très avancée dans le nord de l'Europe. Là, on est en 1200 avant Jésus-Christ,
Et en 1200 avant Jésus-Christ, on a les premières épées en fer qui apparaissent dans le nord. Voilà. Donc le fer, la culture du fer, on le voit sur cette carte, a été créée dans le nord avant de se dispatcher progressivement vers le sud et vers la Méditerranée. Et tout est corroboré, y compris les autres métaux, le bronze, l'argent, enfin le bronze sûr, l'argent je ne sais plus, mais les céramiques. Et les céramiques, elles viennent, on a carrément des traces de l'extrême nord, c'est-à-dire des alentours de la péninsule de Kola, qu'on va voir tout à l'heure. Du nord de la Finlande, si vous voulez, du nord de la Russie, c'est là qu'on a les premières traces de céramique qui descendent progressivement. Et les plus anciennes haches se trouvent là. Et ça descend progressivement jusqu'en Europe du Nord ici. Toutes ces cultures, que ce soit bronze, etc., tout ça, ça vient du Nord. René Guénon, quand il parle de l'Hyperborée, il dit qu'on l'appelait aussi l'ancienne terre du sanglier. Et que cette terre du sanglier est devenue ensuite la terre de l'ours. Donc là, il y a encore la façon de parler des anciens. Le sanglier, animal qui vit dans un climat tempéré. Ensuite, ça devient la terre de l'ours, l'ours polaire. C'est celui qui vit dans le climat polaire. Et d'ailleurs, les constellations du Nord s'appellent la Grande Ourse. On le sait. Et certains Hébreux appelaient à un moment donné ces constellations de la Petite Ourse et de la Grande Ourse, ils les appelaient les constellations du sanglier. Donc les sangliers et les ours sont parmi les animaux principaux de la mythologie kelto-nordique. Et justement, il faut savoir que symboliquement, ils ont également un rôle pour définir ce qu'est l'autorité spirituelle ou scientifique. C'est le sanglier. Et le pouvoir temporel ou politique, celui du roi, c'est l'ours. Donc l'ours est royal, le sanglier est sacerdotal, les druides si vous voulez. Et on a d'ailleurs le roi Arthur, c'est le roi ours en fait, le roi Arthur. Ça vient de Artio, Arto en gaulois. Arto en gaulois, ça veut dire ours, Artio, Arctos en grec. Et Arctos en grec, étymologiquement, ça ramène à Arctique, l'Arctique. Arctos en grec, ours, Arctique, c'est le continent, on va dire, hyperboréen, polaire. Il faut savoir qu'on trouve des ours que au nord, que dans la zone polaire nord. Il n'y a aucun ours, l'ours n'existe pas au pôle sud. Il faut le savoir, les amis. Donc quand on parle de l'ours, on parle forcément du nord. Donc il faut oublier le pôle sud un petit peu aussi. Donc étymologiquement c'est marrant quoi. Roi Arthur associé à l'ours, le dieu nordique Tyr associé à l'ours aussi, on va le voir tout à l'heure. Il faut savoir que Tyr en norrois ça se prononce Tur. C'est marrant, Tur, Arthur, l'ours. Donc l'Arctique c'est aussi la zone boréale, on revient à Borée, à Bor, à Bear. Bear c'est l'ours en anglais, les berserkers. C'est les guerriers ours de la mythologie nordique. Mais c'est proche de sanglier, parce qu'en anglais, bor, ça veut dire sanglier. Quand on passe à bar, bar en allemand, là on revient à l'ours, ours, sanglier. Bar en allemand, c'est aussi la source. La source, donc c'est une source, c'est une origine. Born, en anglais, born, c'est la naissance, c'est le lieu d'origine. Il y a quand même des choses qui parlent avec l'hermétisme, avec ce que les anciens utilisaient en premier lieu. Donc les ours et le pôle Nord, c'est une longue histoire. Et justement, en parlant d'ours, en parlant du roi ours Arthur, en parlant de Tyr, le dieu de la mythologie nordique associé à l'ours, je vais vous raconter un mythe qui a été rescapé de la censure romaine, de la censure judéo-chrétienne, un mythe qui s'appelle Borgis et qui va nous parler donc de cette hyperborée. Borgis. Tyr marche, laissant derrière lui Borgis, la cité des ours désormais engloutie. Au-dessus d'elle, sa prison de glace lui. Le soleil a disparu depuis 6 nuits. Une larme coule et tombe au sol glacé, tombent les stalactites de l'œil éploré. L'ours avance dans le froid, les pattes gelées.
il n'est pas seul et mène le peuple rescapé. Les fils de Bor fuient le froid glacial, marchant sur la mer blanche de cristal, vers le sud, vers l'île aux pommes vitales. Soudain, face au spectacle, Tyr, l'ours royal, s'affale. L'île d'Idun, l'île aux pommes d'or, gît sous la mer. Quel terrible sort! Njord est tombé, il est presque mort. Les cygnes ont quitté le nord. Odin, lui, a vogué vers le sud et arbore les couleurs de l'or et de la mer. Sauvées sont les pommes du jeune croissant lunaire. Préservés sont les pépins de cette terre, pays de caractère où pousse le chêne de lumière. C'est ainsi que Tyr rencontra Odin. Idun replantera l'arbre d'or d'un pépin. Odin relèvera Njord et il deviendra gardien. Le voyageur lui offrit une lance harpon pour protéger l'arbre, désormais en haut d'un mont. Le gardien l'entourera, l'eau pour protection. Dans le brouillard se forma un pont. C'est ainsi qu'Idun fut sauvée des eaux. Elle donnera des pommes en cadeau. Le voyageur va suivre Tyr vers le haut. Ainsi naît l'amitié entre l'ours et le corbeau. Odin dira venir du pays des sangliers. Tyr lui répondra que l'ours l'a dominé. Ainsi vont les deux descendants de Bor. Ainsi battent les deux cœurs du Nord. Donc, c'est un mythe de la tradition orale, un mythe censuré, donc il n'existe pas dans l'écriture, parce que vous avez vu comme il est parlant, vous avez vu comme voilà, on fait tous les rapprochements avec ce mythe. Et je travaille sur un recueil de ces mythes rescapés qui sortira bientôt, puisque il y a pas mal de gens qui ont des traditions orales comme ça, et ça sortira bientôt. Ce qui va être important dans ce mythe, c'est de bien retenir donc l'importance de Tyr et d'Odin, le fait que Tyr donc fuit une glaciation, le fait que Tyr marche sur la mer blanche de cristal, ça vous allez voir très important, et qu'ensuite donc il rencontre Odin quoi. Odin lui il est associé au sanglier, plutôt le sacerdoce. Tyr, l'ours, c'est l'ours royal Arthur. Parce que justement, on arrive à la localisation de cette hyperborée avec la péninsule de Kola. La péninsule de Kola. Je vous ai parlé de la mer Blanche qu'on retrouve dans ce mythe de la tradition orale. Et regardez où se trouve Kola. Au sud de cette péninsule, qui se trouve dans le cercle polaire, se trouve la mer Blanche. La mer Blanche, qui est décrite dans le mythe comme de cristal. Donc ça veut dire qu'à l'époque, la mer Blanche avait complètement gelé aussi, et que les fils de Bor menés par Tyr donc ont été vers le sud en marchant sur cette mer de cristal finalement. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est dans cette péninsule de Kola qu'on a retrouvé par l'intermédiaire des recherches archéologiques russes, et là ce sont des officiels russes qui ont mené l'expédition Hyperborée 98 en 1998 et qui ont trouvé énormément de traces archéologiques d'une ancienne civilisation sur la péninsule de Kola, donc dans le cercle polaire. Et cette ancienne civilisation est âgée d'au moins 10 000 ans, peut-être 40 000 ans. Voilà, au moins 10 000 ans, peut-être 40 000 ans. Donc ça corrobore encore une fois avec la destruction de cette civilisation en 10 500 avant Jésus-Christ à cause d'une glaciation. Ces archéologues russes ont repris le travail d'Alexander Barchenko, qui a été le premier vraiment à retrouver les traces de cette hyperborée sur la péninsule de Kola. Malheureusement, Barchenko a été tué par Staline. Donc, toujours le même problème hein, quand le politique tue le scientifique. C'est pas nouveau. Mais donc, vous voyez là, on a vraiment une piste plus que sérieuse. Diapo 8b, péninsule de Kola. Et c'est marrant de remarquer que la boisson Coca-Cola utilise l'image de l'ours et de la banquise.
Ça, c'est assez marrant, quoi. Ça revient tout le temps, cette image de l'ours polaire sur la banquise. Et il y a cette péninsule de Kola, je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. Et donc, ça va se situer, ça se situe sur l'ensemble de cette péninsule de Kola, mais le centre, là où on a retrouvé les pyramides, là où on a retrouvé le plus de traces, c'est autour du lac, dans les alentours du lac Sedo-Zero. Le lac Sedo-Zero qui est à peu près d'ailleurs au centre de cette péninsule de Kola. Et il faut savoir que ça va même corroborer finalement, vous allez voir, avec la mythologie nordique officielle. Parce que comme je vous le disais, ils ont quand même essayé de transmettre des choses, mais de manière plus discrète dans la mythologie officielle, de manière imagée, allégorique, hermétique. Et on nous dit dans l'Edda que la vache primordiale, Audhumla, elle lécha la glace. Et quand elle lécha la glace, en sortit Buri. Donc Buri fut le premier être vivant. Il est sorti de sous la glace qu'avait léché la vache primordiale. De Buri viendra Bor, qui sera donc le fils de Buri en fait. Et c'est Bor qui va engendrer Odin, Vili et Vé. C'est donc Bor qui va être le père d'Odin, et Odin est le père des As. Donc on a quand même les As qui descendent d'Odin via Bor et via Buri qui lui a été trouvé sous la glace. C'est parlant. Donc à recouper évidemment avec le mythe oral que je viens de vous lire. Donc là on a bien Buri sous la glace qui engendra Bor. Hein. Bor, fils de Bor, mené partir sur le désert de glace. Alors par rapport à Bor, à Buri, par rapport à l'hermétisme, je vous conseille la lecture évidemment de mon livre, dans lequel je prends le temps, parce qu'il faut du temps aussi, de décortiquer tout ça, notamment l'étude runologique de Bor et de Buri. Ça se décortique en runes, hein, Bor et Buri. Et d'une manière générale, dans ce livre, j'aborde l'hermétisme, la tradition, la symbolique, parce que c'est vraiment fondamental pour... Donc je disais oui, l'hermétisme, la compréhension des symboles, de la runologie, etc., de l'alchimie, c'est vraiment fondamental pour retrouver le sens de notre histoire, pour retrouver la vérité, pour comprendre la philosophie des anciens, puis pour comprendre donc ce langage qu'ils ont laissé un petit peu partout, et pour y voir plus clair sur nos origines. L'une des pyramides qu'on retrouve sur la péninsule de Kola, diapo 8D. Voilà encore un exemple ici d'ancienne marche. Donc je rappelle, hein, ça a à peu près 30 000 ans. Hein. 30 000 ans, il y a peut-être des trucs plus récents. C'est estimé entre 10 à 40 000 ans par les chercheurs russes. Donc en Russie, ils ne sont pas pour l'instant allergiques à l'hyperborée apparemment. Après, ils n'ont pas non plus forcément beaucoup communiqué dessus. Mais ce n'est pas tout. On a découvert encore presque plus important que ça. Enfin, on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Enfin, j'ai découvert, même je peux le dire là-dessus. Et je vais vous montrer tout de suite. Regardez. Alors, ça, c'est pas moi directement qui l'ai trouvé, ce plan-là, mais je vais vous montrer ensuite ce que moi j'ai découvert. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a eu évidemment un relevé, une carte qui a été faite là, avec tous les monuments anciens, tous les monuments donc de cette ancienne civilisation de Kola, mais également tous les mégalithes, tous les monolithes, tous les dolmens qu'on a retrouvés sur cette péninsule de Kola et aux alentours. C'est ce que nous dit cette carte. Donc vous voyez sur la droite, ce qui longe la côte est de la péninsule, vous avez plein de dolmens. Ces dolmens-là, c'est les étoiles de l'arc d'Orion. Parce que quand vous tracez une carte avec ces points, eh bien, on a la constellation d'Orion qui vient. La tête d'Orion se trouve là où on a retrouvé l'essentiel de cette civilisation, c'est-à-dire au lac Sedo-Zero, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est extraordinaire, c'est un élément qui va nous emmener, vous allez le voir, très loin, puisque cette fameuse
constellation d'Orion, on la retrouve sur tous les monuments anciens, sur tous les monuments des anciens bâtisseurs, tous ces monuments assez mystérieux. Regardez en Chine ce qu'on retrouve sur les pyramides de Xi'an. Eh bien, on retrouve également des pyramides qui vont tracer la constellation d'Orion. Mais là où c'est vraiment plus connu, c'est les pyramides d'Égypte à Gizeh. On sait que les 3 grandes pyramides d'Égypte tracent en fait au sol la constellation d'Orion. Quand je parle de constellation, là, on est sur le baudrier d'Orion, c'est-à-dire on est sur la ceinture du personnage que représente Orion. Donc on a le baudrier d'Orion qui est tracé par les 3 grandes pyramides d'Égypte, mais également par les pyramides de Teotihuacan au Mexique. Donc ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ce que ça donne. Donc le Mexique, les 3 pyramides de Teotihuacan font le baudrier d'Orion, l'Égypte aussi, et donc la Chine. Et puis donc, au nord de ces 3 sites méridionaux, presque tropicaux, au nord de ces 3 sites, on a l'Hyperborée, la péninsule de Kola, qui est ici marquée par un bébé. Pourquoi? Eh bien, encore quelque chose de vraiment très très intéressant, c'est que là, vous voyez le lac Cédo0 et vous voyez le massif rocheux qui entoure le lac Cédo0. On est au cœur de cette péninsule de Kola, de cette ancienne civilisation. Et justement, dans cette zone, on a retrouvé, j'ai oublié de vous dire par rapport à la constellation d'Orion, on a retrouvé le dessin du chasseur d'Orion. C'est-à-dire que est gravé le chasseur d'Orion. Là, il ne faut pas hésiter à regarder mes anciennes vidéos sur la péninsule de Kola. Et on le retrouve ici. Et vous voyez là, quand on prend de l'altitude, de la hauteur, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? On voit un bébé, on voit un fœtus en fait, on voit un nourrisson. Vu du ciel, le massif rocheux, ça fait un nourrisson. Donc ça, c'est quand même intéressant et assez extraordinaire parce que Hyperborée, c'est la notion d'origine, de naissance. Ça commence par un B, hein, comme la rune Berkano qui est la lettre B, hein, qui vraiment veut signifier l'origine et la naissance. Donc c'est comme si les anciens avaient choisi ce site, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il a une forme de bébé vu du ciel. Vous savez que les anciens, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, beaucoup de leurs secrets se trouvent vus du ciel. Je vous renvoie à la pilule verte, les alignements qu'il peut y avoir entre les sites. Quand on regarde du ciel, il y a des distances significatives, les réseaux de méridiens, tout ça. Et donc là encore, on a quelque chose d'intéressant. Alors c'est peut-être le pur hasard, c'est peut-être volontaire, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est encore une fois très parlant. Donc ce bébé d'Hyperborée, qui ramène à la notion d'origine, hein, de l'ours, de l'Arctique, de borne, le mot borne, hein, ber, bord, de la naissance, de la rune Berkano, le bébé d'Hyperborée. Donc voilà, ce massif rocheux qui fait le bébé, c'est au niveau de la tête ici du chasseur d'Orion. Voilà. Mais donc, si ici on a l'ensemble de la constellation d'Orion qui est représenté, sur les autres sites style Égypte, on a uniquement le baudrier d'Orion. Donc c'est le baudrier d'Orion qui est important. Donc finalement, qu'est-ce qui se trouve ici, là, à Kola, au niveau du baudrier d'Orion? Donc le baudrier d'Orion, d'ailleurs, c'est pas exactement sur la péninsule de Kola, c'est un petit peu plus au sud. On a 3 sites. Qu'est-ce qu'on trouve sur ces sites? Eh ben, j'ai été voir, c'est là où j'ai découvert ça vraiment récemment par moi-même. Et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas eu un petit peu de culture de la mythologie celto-nordique. Donc, je vous conseille ça, hein, pour vous initier. Eh bien, on trouve des chapelles orthodoxes, hein, des églises orthodoxes. Alors, c'est des églises chrétiennes. Par contre, c'est pas du tout le même style que les nôtres. Mais regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Regardez bien ce qu'on trouve à l'intérieur.
Regardez l'iconographie. Ça doit vous parler. C'est la rune Odal, c'est la rune associée à Odin. Je vous ai dit, il ne faut pas oublier Odin et Tyr, qu'on a vu dans le mythe oral. Est-ce que maintenant, vous retrouvez la rune d'Odin dans cette iconographie? On la retrouve évidemment, vous la voyez. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant par rapport à Hyperborée. Dans cette église chrétienne, on a quand même une rune représentée à plusieurs reprises, la rune d'Odin. Intéressant. Donc j'ai été regarder tout simplement sur Google, Google Maps, Google Earth, Google Maps même. Parce que vous savez, vous avez plein de photos maintenant des lieux, de divers lieux de la Terre qui sont transmis par Google Maps. Et donc à côté, on trouve quoi? Eh bien, on trouve ça. Voilà ce qu'on trouve à l'emplacement du Baudrier d'Orion de Colas. C'est pas très chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceux, encore une fois, qui ont de la culture nordique, ont reconnu la rune de Tyr. La rune de Tyr. Donc Odin, Tyr, et ben il est là. La rune de Tyr, c'est une flèche vers le haut, tout simplement. Une flèche vers le haut, donc 3 segments. Évidemment, là, il y a un semblant de croix chrétienne, parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'il faut que tout ça soit caché sous un vernis chrétien, parce que sinon, je vous rappelle, voilà, ce qu'ont fait les Romains, et qu'aujourd'hui encore, c'est l'idéologie romaine qui domine. Donc, il vaut mieux camoufler ça sous une apparence chrétienne. Mais bon, là, quand même, on voit clairement que c'est une rune, la rune Tivaz, la rune de Tyr. Et qu'est-ce qu'on a sur les autres sites et un peu partout? Sur les 3 sites du Baudrier d'Orion, on a toujours cette rune de Tyr, maquillée avec une croix de Lorraine. On a cette chapelle encore avec les Odals d'Odin. Voici encore sur un autre site cette rune de Tyr. Et donc voilà, on a véritablement avec ces éléments une démonstration de l'existence à Colas d'une civilisation, ça c'est certain, mais en plus avec des symboles odiniques, la rune d'Odin, la rune de Tyr, qui corroborent avec des mythes de la tradition orale, mythes de tradition orale qui parlent de la mer Blanche glacée, et que j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer, de réciter oralement il y a déjà plus d'1 an. Donc avant même que je connaisse cette péninsule de Colas. Donc ça, vous le voyez dans les premières conférences que j'ai faites, ce mythe, je l'avais déjà expliqué. Et donc plus tard, on trouve Colas, et on s'aperçoit que ça corrobore parfaitement avec ce mythe. Donc c'est extraordinaire de voir qu'on a cette rune de Tyr, qui est vraiment le dieu associé à l'origine et à l'Hyperborée, celui qui marche sur la glace. On a cette rune de Tyr justement à la frontière du cercle polaire, juste avant d'arriver à Colas, parce que c'est juste au sud de Colas, c'est la rune de Tyr là. D'ailleurs, on en a peut-être aussi sur plus au nord, j'ai pas vu tous les sites. Mais là, sur ce Baudrier d'Orion, on a ces 3 runes de Tyr, on a ces runes d'Odin dans les églises. Donc, il y a en fait un hermétisme dans ce christianisme. Il y a un hermétisme odinique, il y a un hermétisme hyperboréen qui est chargé de nous transmettre des informations multimillénaires. Voilà, peu importe la religion du moment, peu importe le contexte politique du moment, les anciens transmettent les connaissances de façon hermétique. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique de pouvoir faire corroborer tout ça avec des anciens mythes de la tradition orale, avec l'archéologie, avec toute cette mythologie qui nous crie, qui nous hurle que la civilisation vient du Nord. Et là, c'est une petite consécration que de s'apercevoir que tous ces monuments des anciens qui
révèrent la constellation d'Orion, eh bien leur source, leur origine, la plus ancienne, c'est l'Hyperborée, la péninsule de Kola. Kola nous donne des indications hermétiques prouvant l'existence de cette civilisation hyperboréenne, donc corroborée par l'archéologie, la mythologie nordique et indo-iranienne. Reste à savoir maintenant pourquoi, mais pourquoi les anciens se référaient-ils à Orion? Pourquoi ont-ils choisi Orion comme signe de ralliement? Ça, c'est une question que ce livre va probablement vous aider à répondre. Donc, version finale, hein, il n'y aura pas de nouvelle version. Hein. Vous pouvez compter sur celle-là, ça ne bougera plus. Donc, je vais vous faire une conclusion. Une conclusion qui va être assez tranchante. Aujourd'hui, c'est le retour du soleil des hyperboréens. Avec le progrès technique, on a trouvé tellement de nouvelles preuves, des preuves que les anciens chercheurs, Guénon et compagnie, eux, n'ont pas pu avoir accès parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité qu'on a aujourd'hui avec les satellites, avec l'Internet, de recouper autant d'éléments et d'informations. Mais eux étaient déjà sur cette piste. Mais aujourd'hui, on a tellement de nouvelles preuves que le mensonge de l'histoire officielle ne tient vraiment plus debout. La liste des contre-preuves est très longue. Les connaissances scientifiques déduites par l'observation des grandes pyramides de Gizeh en Égypte, sans oublier la lecture aérienne des monuments mégalithiques des anciens bâtisseurs. On n'a pas abordé dans cette conférence, on ne peut pas tout faire, on a tellement de preuves. C'est la fameuse pilule verte dont vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites. Il y a une playlist La pilule verte. On sait que ces monuments mégalithiques d'Europe sont reliés ensemble par un réseau de méridiens, mais qui sont également reliés avec l'Égypte antique. On sait également que l'observation de ces mégalithes extrêmement anciens en Europe occidentale démontre les connaissances mathématiques, scientifiques, astronomiques de cette civilisation mégalithique. On a également, je ne l'ai pas abordé non plus, les travaux de Jürgen Spanut sur l'Atlantide européenne, cette Atlantide mégalithique justement, qui sont, c'est un travail énorme, extraordinaire. Vous avez des tas de preuves que avant 1200 avant Jésus-Christ, date du dernier grand cataclysme, on avait une civilisation avancée et intelligente en Europe occidentale. Les nouvelles preuves donc, qui ont été dévoilées aujourd'hui, la péninsule de Kola. Mais je n'ai pas parlé de Glozell, hein, les découvertes de Glozell. Et c'est en Gaule, hein, Glozell, c'est en France, hein, dans le centre de la France. On a retrouvé des runes, des symboles très anciens, datés d'au moins 10 000 ans. Glozell, c'est entre 10 et 17 000 ans. Donc on est en plein dans la période hyperboréenne. C'est-à-dire que Glozell et Kola ont existé à la même période. Et on a des runes à Glozell. Je ne vous ai pas parlé non plus de la destruction des sites gaulois. Hein. La destruction de la moitié d'Alésia. Il ne reste plus que la moitié, mais on n'a pas le droit de fouiller, voir le travail que j'ai fait. La destruction de la pyramide Saint-André de Nice. La destruction de la majeure partie du caïrn breton de Barnénèse. Cela démontre une volonté de cacher les choses pour maintenir l'histoire officielle telle qu'elle. Et ça démontre l'ingénierie sociale malhonnête et évidente exercée au sein même de notre démocratie qui s'approche de plus en plus de la tyrannie. La vérité se trouve dans la vision traditionnelle de la tradition primordiale, c'est-à-dire que l'humanité se développe avec une évolution cyclique. La réalité des choses, c'est une évolution cyclique des civilisations et non pas linéaire. Il y a eu dans l'histoire plusieurs civilisations avancées. Il y a eu une ancienne civilisation de l'Atlantide, n'en déplaise à tous les négateurs. L'Atlantide fut une continuité de l'Hyperborée. Et cette tradition nous rappelle aussi qu'il faut que l'autorité scientifique ou spirituelle soit au-dessus du pouvoir politique. Sinon,
c'est la place au n'importe quoi scientifique et historique, qui correspond à la vision contre-traditionnelle, c'est-à-dire la vision romaine. Ces idéologues romains qui aujourd'hui sont dans nos académies, c'est le résultat du pouvoir politique qui domine le scientifique. Alors eux, pour eux, il y a eu une évolution linéaire des civilisations, du progrès technique. L'humanité n'a fait que progresser de façon linéaire. C'est bien pratique, ça permet de faire croire qu'on est dans le meilleur des mondes, qu'il n'y a jamais eu mieux. En gros, ils éliminent la concurrence, si je puis dire. Hein. Non, il n'y a jamais eu rien d'autre, il n'y a que nous qui existons, le reste, ça n'a jamais existé. Donc ils nient, ce sont des négationnistes des anciennes civilisations, ils nient l'Atlantide. Et tout ça, ça correspond à la vision judéo-chrétienne, abrahamique. Ces gens sont créationnistes, mais ils sont copains avec les athées darwinistes. Ben oui, parce que la réalité, le plus important, c'est pas nécessairement créationniste ou pas. C'est pas athée ou croyant, non. C'est est-ce qu'ils sont linéaristes ou pas. Et effectivement, ils le sont. La vision des athées darwinistes, qui est la vision dominante aujourd'hui, eh bien, elle est également linéariste et elle est également négationniste de l'Hyperborée et de l'Atlantide. C'est ça le plus important. Ensuite, l'autre dogme moderne et falsifié, mais officiel, l'autre dogme faux qui prédomine notre science subordonnée au service du politique, c'est le sens de développement de la civilisation, le sens de mouvement de la civilisation, de la connaissance. On l'a vu avec l'évolution de la culture du cuivre, le déplacement des artefacts archéologiques en cuivre, en céramique, en bronze, etc. On a vu que ça allait du nord au sud. Et ça correspond parfaitement à ce qu'ils disent dans les mythes traditionnels, dans le Veda, etc. Donc du nord vers le sud, de l'Occident vers l'Orient. Et tout ça, c'est corroboré, donc, comme je vous disais, par les découvertes archéologiques. Alors que dans la vision romaine, contre-traditionnelle d'aujourd'hui, pour ces linéaristes, c'est d'Orient vers Occident que s'est développée la civilisation. On nous le dit tout le temps. La civilisation vient d'Orient, elle vient de Jérusalem, du sud vers le nord. Au nord, il n'y a que des barbares. Il n'y a que des barbares qui ont eu la chance d'être civilisés par les Romains. Donc tout ça, ça convient à un pouvoir oriental, abrahamique, ou orientaliste et abrahamique, à la vision romaine, et permet donc de légitimer ces idéologies orientalistes. Cette vision contre-traditionnelle convient au pouvoir oligarchique actuel, à racines romaines, dont l'idéologie est d'aller vers une dictature moderne, impériale, une sorte d'empire romain des temps modernes. Le mélange forcé des cultures et des ADN pour mieux couper les racines des peuples d'Occident en est un des ingrédients. Les slogans « on vient tous d'Afrique » et même les pseudo-indo-européens, c'est un slogan indo-européen, ça n'existe pas en réalité. Les Européens viennent du Nord. Tout ça, c'est des mensonges d'ingénierie sociale, à but de manipulation et d'assujettissement des individus. Les Européens et la civilisation possèdent des racines nordiques. Mais malheureusement, la vérité ne vaut rien dans un système où le politique domine le scientifique. Seule l'idéologie du tout-puissant pouvoir politique, voilà, faut que je finisse ma phrase, seule l'idéologie du pouvoir tout-puissant politique, c'est très parlant aussi, du pouvoir de l'argent sera entendue. Cette idéologie est communiquée partout dans nos écoles, dans nos médias. C'est comparable au communisme soviétique. Il est urgent de redonner autorité à la science et de s'inspirer de la tradition primordiale des anciens qui venaient du Nord. Merci. Je dédie cette conférence à mes ancêtres, à mes descendants, directs ou indirects, physiques ou spirituels.
Merci beaucoup pour votre attention. C'était Oleg de Normandie pour vous servir. La bise. Et voilà, il faut continuer à se battre pour la justice et pour la vérité. Merci, au revoir.